Si je dois prendre ma place, je la prends à quelqu'un. Donc moi, je parlais pas de prendre sa place, je parlais de être à sa place. Mais notre société parle de prendre sa place. Donc on dit Oui. toujours: «Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis légitime?» Et ouais, je crains de prendre la place de quelqu'un. Comment je pourrais faire pour prendre ma place? Mais tu as pas à prendre ta place. Sois ce que tu es, sois à ta place, et quand tu es à ta place, personne ne vient à ta place, personne d'autre ne peut y être. J'étais avec quelque chose que je te partage, c'est là, donc voilà, bon bref, je partage ça. J'ai cette impression en fait qu'à des moments, sans parler de supériorité véritable, quand on a compris quelque chose, qu'on a plus de champ libre en fait à l'intérieur de soi, qu'on a plus de champ de vision, quand on va parler à quelqu'un qui plafonne avec un champ de vision restreint, forcément, il peut pas voir que notre champ est plus large que le sien. Il va forcément penser qu'il est moins large que le sien parce qu'il comprend pas à l'endroit où il est au maximum de son ouverture. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Euh, ouais. Et que donc, du coup, il y a plein de malentendus qui sont de la culpabilisation qui est vécue de la part de quelqu'un qui n'est pas vu dans son expansion propre parce que la personne à qui il s'adresse simplement se dit, bah, par exemple, si je prends un exemple, c'est dans les couleurs. Si j'ai appris que rouge, quand il y a quelqu'un qui va me parler d'orange, je vais revenir sur rouge parce que je sais pas le dire, ça, orange. Donc, mais non, c'est du rouge. Qu'est-ce que tu me parles de orange? Parce que c'est le plus proche. Ou si je le vois plus jaune, je vais parler de jaune. Mais en tout cas, orange, pour moi, ça n'existe pas. Et donc, quand il y a quelqu'un qui me parle d'orange, il est en train de créer un bug à l'intérieur de moi qui n'est pas encore connaissance du orange. Et donc, je suis obligé de le ramener à mon référentiel. On voit bien Mmh. qu'à chaque fois qu'on nous partage une expérience ou qu'on voit quelqu'un, on a envie de le rapprocher. On fait tout ça, hein. On a envie de le rapprocher, de dire tiens, tu ressembles à un tel, tiens, tu as la même voix que truc. Parce que ça nous rassure à ce moment-là, on fait des économies cognitives énormes et on est déjà dans la sympathie qu'on a pour le truc qu'on connaissait déjà. Et on se dit c'est bon, je maîtrise la situation, je suis pas menacé. Il y a un truc comme ça. Mmh. Alors voilà, j'avais ce petit truc qui venait. Et puis, je pense, étant donné l'heure, et c'est pas l'énergie qui manque pour moi, je me dis, est-ce que ce serait pas l'heure de la dernière question me concernant et puis de dire à Gaëtan de venir quand même? Qu'est-ce que Moi, t'en ça va. penses? Ah ouais, ça Ça, va. ça te va comme ça? Parce que Ouais. moi, sinon, on peut rester jusqu'à 20h, je suis là. Et donc, du coup, ma dernière question sera pas une petite question, mais ça m'intéresse parce que ça relie un peu tous les sujets qu'on a évoqués ensemble. C'est pas directement avec la norme, mais pour toi, où se situe la conscience? Qu'est-ce qui te fait chercher une localisation à la conscience? Alors c'est parce que généralement la conscience, on va la mettre dans le cerveau et c'est pour voir justement comment on peut Ouh faire pour là! la sortir. Non mais c'est vrai, c'est Tu dans parles de la question du postulat qu'il y a des personnes qui imaginent que la conscience est dans le cerveau. ouais, il me semble quand même qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être branchés sur cette, réalité pour eux. Mmh. Alors, du coup, ça veut dire remonter un cran plus haut. Si on a ce point de vue-là, enfin, pour des personnes qui auraient ce point de vue-là, ça revient à leur poser la question: «Qu'est-ce que vous nommez la conscience? Mmh. Qu'est-ce que vous nommez la conscience?» C'est-à-dire, on pose toujours des questions, mais si on définit pas de quoi on parle, heu, on ne sait pas, où on est. Donc là, quelqu'un qui va croire que la conscience est dans le cerveau, en fait, elle parle des fonctions cognitives. Parle des fonctions cognitives, elle va dire: «Oui, ça, c'est le cerveau qui produit ça, c'est le cerveau qui me permet, de percevoir des choses et avoir conscience». Parce que on a un seul terme, on n'a pas beaucoup de termes en français. En anglais, il y a plusieurs termes, il y a consciousness, awareness, il y a plusieurs termes. Perceiving, bon, même si nous on a percevoir, mais voilà, donc qu'est-ce que c'est, pour moi la question de base, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle conscience? Et effectivement, après, une fois que tu définis qu'est-ce que c'est conscience, alors si quelqu'un croit que c'est effectivement des capacités cognitives, et de pouvoir penser, il va dire que c'est le cerveau qui produit ça, et en même temps, voilà, même des personnes très matérialistes quand même ont du mal, je pense, à mettre ça que dans le cerveau, ou à croire que c'est uniquement le cerveau, qui produit ce qu'elles appelleraient leur conscience. Je pense qu'elles le mettraient un petit peu ailleurs. Donc Après, moi, je sous-estime clairement, peut-être la un petit conscience peu, des gens. peut-être un petit peu. Après, moi, qu'est-ce qu'on appelle, conscience? Voilà, moi, ce que j'appelle conscience, c'est,
un espace dans lequel il y a simultanément un percevoir, un savoir, une êtreté et un recevoir aussi de tout ce qui est une des définitions d'Access, hein, de l'être infini, percevoir, savoir, être et recevoir. Mais je vois vraiment en le revisitant que ça me parle vraiment, ces quatre mots, ce percevoir, ce savoir, qui sont dans les termes d'ailleurs utilisés dans bon nombre de traditions pour définir Dieu, hein, avec l'omniscience, qui est ce savoir-là, ce savoir infini. Et moi, en fait, voilà, comment moi je vis ce que j'appelle la conscience, moi je le vis simultanément comme quelque chose de l'ordre d'un espace, en fait, qui est un espace dans lequel quelque chose qui est là, et je ne sais jamais ce que c'est puisque je ne l'ai jamais vu, puisque tu peux pas être à la fois ce que tu peux voir n'est pas ce que tu es, donc ce qui perçoit, je ne le vois pas. Euh, mais voilà, c'est un vaste espace qui perçoit effectivement simultanément des tas de choses et qui a une clarté sur beaucoup de choses et qui a un savoir sur beaucoup de choses qui ne vient pas de choses qui ont été apprises ou même expérimentées, mais qui les sait tout simplement. Et ensuite, quand je regarde, quand tu demandes où il est localisé, alors il n'y a aucune localisation dans mon expérience de ce que je nomme la conscience. Euh, Par contre, je suis localisé dedans. Ça, c'est clair. C'est clair que quand je regarde où je me trouve, je suis à l'intérieur, je suis géolocalisé dans ce vaste espace. Et quand on fait un petit peu faire des expériences simples aux personnes en leur demandant de fermer les yeux ou même de garder les yeux ouverts et d'étendre justement leur conscience devant, derrière, en haut, en bas, et de mettre, voilà, d'expandre en fait justement leur champ de conscience de manière très vaste, et qu'on leur demandait à un moment donné de fermer les yeux et de regarder, ok, en cet instant, ce qui vous fait savoir que vous avez un corps, où est-ce que ça se trouve dans ce champ de conscience que vous êtes, à un moment donné, on peut justement poser la question, est-ce que c'est votre corps qui est dans ce champ de conscience? Est-ce que vous percevez le corps à l'intérieur de ce champ de conscience? Ou bien est-ce que par hasard, vous trouvez la conscience enfermée à l'intérieur de ce que vous appelez votre corps? Et en fait, quand on fait ce type d'expérience, la réponse est toujours la même, y compris avec des personnes qui n'ont jamais fait ce type d'expérience, ils vont toujours trouver les sensations, le corps sont à l'intérieur, sont perçus par la conscience. Et cette conscience, on lui trouve aucune limite. Quand tu commences à t'expandre comme ça, tu peux dire, ok, on s'expand, allez, toute l'Europe, allez, toute la Terre, hop, on va continuer à percevoir large, et puis voilà, tout ce système solaire, et puis tout cet univers, et puis encore, et tu peux aller à l'infini comme ça, tu vas toujours percevoir, tu vas toujours percevoir. Donc voilà, il y a cette, quand on parle au niveau des photons, par exemple, les photons, ils peuvent avoir deux structures. Ils ont une structure ondulatoire et une structure corpusculaire. Et pour moi, c'est un peu la même chose avec la conscience. Il y a vraiment quelque chose qui peut être très vaste, un vaste espace. Jésus appelait ça le royaume. Et puis, en même temps, tu perçois qu'il y a quelqu'un qui est là ou quelque chose qui est là, mais il y a une entité qui est là, consciente de ça. Il y a quelqu'un en train de vivre ça, et tu as tout à fait conscience que c'est pas ton petit jeu, c'est pas Mathieu, c'est pas Issa, c'est pas Gaëtan qui est là. Ce qui est en train de percevoir dans cet espace-là, tu perçois que c'est aussi infini que l'espace. Et Jésus appelait ça le Père. Tu vois, je crois que dans toutes les traditions, il y a toujours eu des royaumes. Moi, je parle souvent de Jésus parce que j'ai été dans cette tradition, et surtout au-delà de cette tradition, j'ai beaucoup travaillé avec ces textes, donc je les ai mâchés tellement qu'ensuite, quand j'ai fait des expériences de conscience, je disais, ah, c'est de ça dont il parle quand quand il utilise ce terme, c'est ça qu'il dit. Mais je vois que toutes les traditions ont toujours ça, de dire que cette conscience est à la fois un espace et un je suis. Voilà, et donc ça a deux formes, ça peut être comme les photons, quand c'est sous forme d'onde ou sous forme de corpusculaire, de quelque chose qui est plus concentré. Il y a soit cet espace, soit ce je suis, et aucun des deux n'est dans mon cerveau ni dans mon corps, ça c'est clair. Je suis à l'intérieur des deux. Donc voilà pour mon ou sur le Ok. coup de la conscience. Non, mais super, super intéressant. C'est très intéressant pour moi. En fait, dans les questions qui me restaient, il y avait justement une série de questions avec c'est quoi pour toi? Mmh. Mais c'était des thèmes tellement larges qu'après, je sais pas, on est reparti pour un moment quand même. Euh, donc, du coup, ce que je propose, c'est d'en rester là pour aujourd'hui avec une petite frustration, tu vois. Une petite frustration, mais qui est carrément gérable, parce que bah, je me retrouve nourri par cet échange et par celui à venir entre toi et Gaëtan aussi, à l'avance. Et donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Et puis Pareil. j'hésiterai pas à l'avenir
Quand j'aurai un stock de questions suffisamment Ah ouais, conséquent bah, sur un sujet, bah, franchement, je te reproposerai de venir nous voir et puis tu verras si à ce moment-là, tu as l'élan ou pas. oh, mais oui. Je prédis que oui. Ah, super, super. Et ben, je laisse la parole à Gaëtan. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bonjour Issa, Bonjour merci Gaëtan. beaucoup pour cette interview. Je vais me permettre de synthétiser un petit peu ce que j'ai pu entendre pendant ces 3 petites heures d'entretien avec Mathieu. Et donc mon idée, c'est de pouvoir faire une synthèse de ce que j'ai retenu, et puis éventuellement, si je fais une erreur dans ma synthèse, que tu puisses intervenir. Et à certains moments, je te demanderai peut-être quelques compléments ou soulever quelques petites choses. Ok. Ok? Ok, on est parti. Alors, j'ai retenu en début d'interview que tu parlais de la reconnaissance, du contentement et du fait de prendre le temps, avec une expression que tu as utilisée qui était de prendre le temps de ruminer. Et toi, tu disais parfois, je fais ça, le temps de ruminer avant de dormir. Bon, ça m'a parlé, mais le problème, c'est que parfois, l'endormissement peut être très tardif. Ça t'arrive pas, toi? Ah si, si, moi je suis un couche-tard, donc oui, oui. Mais je prends ce temps quand même. J'essaye vraiment d'avoir un peu comme, une discipline, de prendre, toujours au minimum, même si c'est quelques minutes, mais d'avoir ce temps de contact avec mon corps. Bon, tu vois, faire ce geste parce que c'est ce que je fais, hein, physiquement. C'est ça, ça m'aide toujours beaucoup à pas rester dans la tête, les pensées, mais à revenir au corps et à vraiment, prendre ce temps de contacter justement. Contacter qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a été nourrissant pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, que j'ai envie de célébrer? Qu'est-ce que j'ai fait, pour lequel j'ai de la joie et que je veux goûter et honorer et regarder aussi des fois qu'est-ce que j'ai fait et qui a moins été une contribution et que peut-être demain je prendrai le temps de faire différemment et du coup, je prends le temps d'accueillir les parts de moi, c'est pas un processus qui prend des heures. Je veux dire la présence, elle est instantanée à soi. Des fois, tu sais, c'est juste un ami, tu l'as pas vu depuis longtemps et juste tu le vois, on se regarde et puis c'est bon quoi. Voilà, on se connecte et puis c'est ça, la présence à soi, c'est en toute la journée, nos sens sont tournés vers l'extérieur. Donc Jésus, sa première parole d'enseignement quand il sort, du désert, sa première parole, c'est teshuva, fais retour. Fais retour et il dit: «Fais retour, oui, il est proche le royaume». Donc teshuva, c'était traduit très mal après malheureusement par convertissez-vous. Mais à la base, convertere, ça voulait dire se retourner, hein. Mais c'est fais retour. Retourne-toi, il est proche le royaume. Il est proche et c'est pas long d'aller le rencontrer. Donc en fait, tu fais tout pour aller chercher à être le roi du monde, alors que le royaume, il est là. Ce que tu cherches est là. Et ça prend très peu de temps et donc moi, juste quand je mets la main là, je me ramène à l'intérieur et pour quelques moments, voilà, je vais goûter ce qui se passe à l'intérieur et souvent je m'endors d'ailleurs, hein. Je m'endors dans la présence. Enfin, mon mental, mon cerveau s'endort, la présence, la conscience, elle est jamais endormie, hein. Donc je vais me rejoindre, je prolonge, j'entre dans le royaume de la conscience et puis à la fin, le mental s'éteint et je passe la nuit, en présence. Et ce que tu disais, tu ne te cherches pas à te projeter dans le lendemain, c'est vraiment une connexion sur le moment à toi Ouais, et ce qui se ouais. passe là. Donc Ouais, ça ralentit oui, parce aussi que sinon, le tu débit de t'endors plus pensée. sinon. Tu t'endors plus sinon. Si tu commences à Voilà. penser: «Ouais, alors demain, il faut que je fasse ça», tu commences à faire la liste des tâches. Non, c'est vraiment être présent et plutôt accueillir, célébrer ce qui est joyeux en toi de ta journée et puis faire le deuil et accueillir les parts de toi qui sont peut-être un peu plus tristes de certaines choses que tu as vécues ou dépitées et offrir ce temps de présence et entrer, on en parlait, en finissant avec Mathieu, entrer dans cet espace de présence qui est plus vaste que le petit être pour lequel tu te prends et entrer dans cet espace de présence dans lequel tout peut être accueilli, à la fois les joies et à la fois les peines. Et ensuite, depuis ce vaste espace de présence, ben, tu glisses tranquillement dans la nuit du mental, dans les rêves pour le mental, qui ne sait pas faire autre chose qu'avoir une activité, même la nuit, en rêvant, et tu rentres dans l'espace de la présence, où tout se dépose. Tu nous as cité le problème de la déconnexion au soi, ce qui augmentait, avait tendance à augmenter en nous le manque de reconnaissance. Et ce manque de reconnaissance, on aurait tendance à aller le faire valider, le rechercher à l'extérieur, en tout cas de nous. Mhm. Tu nous parlais d'un vide existentiel et tu nous as dit aussi que l'espoir restait quelque chose d'essentiel, de très très important et que l'espoir finalement nous gardait en vie avec à la fois peut-être le envie en 2 mots, mais aussi le envie, cet Mhm. espoir qui donnait encore envie. Ce rôle de l'espoir, tu peux encore peut-être le développer un peu?
Ouais, ce qui me venait juste en t'entendant, je me disais: «Tiens, j'ai pas abordé cet angle», c'est qu'on dit souvent: «L'espoir fait vivre», hein. En Oui, fait, l'espoir fait beaucoup survivre aussi. C'est-à-dire que, dans l'espoir, il y a quelque chose qui est, hem, un peu irréel quelque part aussi. Je veux dire, il a cette dimension, bien sûr, où il va donner une force, et il y a des humains qui ont survécu, on le sait bien, à des camps de concentration, à des horreurs, parce qu'il y avait l'espoir, effectivement, d'un après, hein. Donc l'espoir, c'est quoi? C'est Tu es maintenant dans une situation qui est inconfortable et tu espères un avenir meilleur. Donc il a cette force de te projeter dans un ailleurs qui serait meilleur, et en même temps, il y a pour moi aussi toujours un piège quelque part dans cette projection, c'est comment je fais pour être présent maintenant? Donc, je te dis, cette époque de ma vie que j'ai vécue et qu'ont vécu beaucoup de personnes qui ont, entre guillemets, «réussi» et atteint tous leurs rêves à un moment, le moment où tu dépasses tous tes espoirs, tu te retrouves justement dans une réalité où, «Mais j'espère quoi maintenant?» Et là, tu es dans la vraie réalité, c'est-à-dire il y a plus de rêve. Il y a plus de rêve, il y a plus de projet, il y a plus d'espoir, tu es juste maintenant. Et OK, quand, je n'ai pas à aller ailleurs, l'espoir t'emmène ailleurs que là où tu es. Donc c'est une merveilleuse porte de sortie quand le ici maintenant, il est insupportable, et en même temps, dans le désespoir, l'endroit où il y a plus d'espoir, il y a un endroit où tu es juste présent. Donc, c'est aussi, voilà, pour moi, il y a les 2 dimensions de l'espoir, la dimension, bénéfique quand il te permet de survivre parce que tu es en situation de survie, mais on peut continuer des fois, je vois des personnes qui continuent au-delà de l'espoir à chercher à reconstruire de nouveaux rêves quand elles ne sont plus désespérées, quand elles ne sont plus dans des situations, où ça fait tellement mal que, la seule, parce que souvent quand on dit c'est drôle, je viens de l'entendre en le disant, je dis: «Mais je suis en train de faire un contresens dans ma phrase». Ben non, on dit ça. Quand quelqu'un très souvent est désespéré, c'est là qu'il va chercher à retrouver de l'espoir. C'est parce qu'il arrive plus au quotidien, il va te dire: «Je suis désespéré, ma vie va pas du tout», et à un moment donné, il va reconstruire un espoir et dire: «Mais voilà, ah oui, j'ai quand même réussi à me projeter là». Donc c'est un truc projectif, l'espoir, qui nous donne beaucoup, mais qui a ce piège que quand, justement tu n'en as plus, tu te retrouves dans l'ici maintenant, et si tu ne t'es pas trouvé, tu vas trouver ton vide, sans espoir de parce que tu si tu as réalisé tout ce que tu cherchais, ben, tu te retrouves là comme un con, tu as réalisé tous tes rêves, rien d'autre à espérer. Donc voilà, moi j'aime bien aussi les moments où il y a plus aucun espoir à avoir, parce que tu as toutes les flèches qui pointent vers ici maintenant. J'aime bien cette dimension aussi. que là, comme tu le présentes, finalement, l'espoir est une sorte d'anxiolytique naturel qui te ferait, t'échapper ou adoucir cette réalité en disant: «Bah, peut-être que ça va s'améliorer ou être différent». Mmh. En tout cas, pas nécessairement une amélioration et comme tu dis, bah, à un moment donné, le truc, c'est de revenir à soi, sans cet espoir, sans Ouais, ces éléments extérieurs d'échappement. ou en faisant un choix, hein, parce qu'en fait, je me rends compte que je l'ai perdu à un moment en te le disant. Un des axes qui m'était venu en t'entendant sur l'espoir justement, c'est qu'il y a des personnes qui espèrent sans, instituer un choix différent. Donc elles se disent: «Ouais, ça va pas dans ma vie, nin mais j'espère qu'un jour ça va aller mieux. Ça va pas dans ma vie de couple, mais j'espère que quand même un jour je vais rencontrer un mec différent ou une nana différente. Ça va pas dans mon boulot, mais j'ai l'espoir qu'un jour je gagne plus». Mais l'espoir, ça suffit pas. C'est bien gentil d'avoir de l'espoir. Quand on dit l'espoir fait vivre, c'est pour moi, encore une fois, dans des situations, où tu es vraiment en survie. Je sais pas pourquoi il me revient là dans mon champ perceptif, il me revient beaucoup les camps de concentration, enfin, des situations vraiment comme ça où logiquement, il y aurait plus aucun espoir parce que tout a été conçu pour te détruire. Et là, à ce moment-là, là, c'est une merveilleuse ressource pour l'être, de ne pas perdre espoir alors que tout semble, désespéré. Et là, pour moi, l'espoir, ça devient quelque chose comme: «Quoi d'autre est possible?» hein, dans Access Consciousness. Le «quoi d'autre est possible?» ça, on ouvre un autre champ des possibles. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, qu'ils me disent: «Non, tout est fermé, c'est impossible», l'espoir, il va faire: «OK, non, je laisse ouvert un champ des possibles». Donc ça, c'est magnifique. Et pour moi, c'est comme si, du coup, l'espoir comme clé d'ouverture du champ des possibles, c'est une clé simplement qui ouvre un possible, possible. Et ensuite, il y a une action derrière, c'est un choix. C'est qu'est-ce que je choisis de faire pour concrétiser ce possible possible. Et derrière le choix, il y a encore une troisième chose, c'est instituer ça au quotidien. C'est qu'est-ce que je mets en place concrètement pour instituer mon choix dans ma vie. Et c'est là où pour moi il y a le petit piège dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que des fois avec l'espoir, on reste juste avec l'espoir. Là, genre, voilà, j'appelle les possibles, hein, après tu peux appeler ça espoir, tu peux appeler ça prière aussi, hein. C'est un peu ce côté,
ouais, l'univers me le donnera, la loi d'attraction, je ne sais quoi. Enfin bref, hop, on lance ça dans l'univers, quelqu'un va se démerder pour apporter mon paquet cadeau. Dans mon expérience, c'est pas comme ça que ça marche. On est des créateurs, donc OK, j'ouvre, je dis: «OK, je veux autre chose de possible». J'ouvre le champ des possibles. OK, et maintenant je choisis ça pour commencer à incarner ce futur possible, et maintenant je l'institue par des actions concrètes au quotidien. Et là, ça se manifeste à un moment. Aller vers l'action. Ouais. Ouais, aller vers l'action, ouais, pas rester juste dans, Ok. j'espère. Tu as évoqué prendre sa place et qu'on ne pouvait pas prendre la place de quelqu'un d'autre, Mmh. puisqu'il ne peut pas y avoir deux personnes ou deux atomes au même endroit au même moment, en tout cas sauf conception intellectuelle. Donc là, ça permettait de dramatiser cette notion de je prends toute la place. Tu avais évoqué l'anecdote il y a quelques années que tu avais vécue. Tu as évoqué aussi qu'on avait tendance à rechercher l'amour des autres au lieu de rechercher cette présence à soi. On l'a évoqué il y a un instant. Et tu as dit, ce n'est pas comme ça qu'on a été éduqué. Malheureusement, on n'a pas été éduqué à rechercher une présence à soi, mais plutôt à rechercher finalement l'amour des autres. Et moi, je me posais une question que tu n'as pas évoquée, mais est-ce que tu as une idée de pourquoi finalement l'être humain a évolué dans cette direction de génération en génération, d'aller plutôt chercher l'amour des autres plutôt que de se tourner vers soi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Mais fondamentalement parce qu'on est dans une existence sur cette planète où on fait l'expérience de l'inconscience. Donc c'est le jeu en fait actuel sur cette planète. Il y a d'autres espaces-temps dans lesquels on joue pas ce jeu-là. Mais ici, il y a eu un choix qui a été fait à un moment qui était: «OK, on va expérimenter». Alors pour certains, et je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, ça deviendrait trop, ésotérique ou autre pour certains, mais, dans tous les cas, il y a eu un choix à un moment. Il y a eu un choix d'expérimenter l'inconscience. Et donc, comme on expérimente l'inconscience, nous oublions ce que nous sommes originellement. Nous oublions que nous sommes tout ce qui existe, nous oublions que nous sommes la conscience, et nous tournons donc, et de ce choix, découle après, tout le fonctionnement, c'est-à-dire tout notre fonctionnement sensoriel. Tous nos organes sensoriels sont faits pour aller vers l'extérieur. Donc, on n'est pas, tu vois, les chouettes qui tournent la tête à 360°, elles peuvent encore plus regarder partout ailleurs, mais elles vont jamais se regarder à l'intérieur. Donc on ne s'est pas doté d'organes sensoriels directs qui peuvent percevoir ce que nous sommes. Alors après, et justement, on peut aller au-delà de ce qu'on voit. On peut aller au-delà des sens physiques, on peut aller au-delà de la vision, de l'audition, et puis on va avoir de la clair-vision, de la clair-audition, enfin, mais la plus grande clairvoyance, c'est pas de voir des choses sur je ne sais quoi, sur des plans subtils. La plus grande clairvoyance, le voir clair, c'est de percevoir en direct la réalité de qui je suis. Mais ça, c'est pas le choix qui a été fait à la base. Et donc, voilà, il y a eu ce choix qui a été fait de dire: «OK, on va jouer». Pour certains, c'était un jeu, pour d'autres, c'était un choix par peur ou par crainte. On va entrer dans l'inconscience, et puis aussi, du coup, à un moment donné, on va jouer le jeu de la redécouverte de la conscience. Donc après, ça s'appelle des chemins, alors qu'on les appelle quels que soient les noms, développement personnel, de voie intérieure, spiritualité, pour certains, c'est la religion. Enfin, chaque être sur cette planète trouve en général à un moment le chemin pour aller un petit peu plus vers l'intérieur parfois, mais c'est pas tout le temps le cas. Et pour conclure sur l'entièreté de ce que tu viens de dire, c'était la première partie de ce que tu as dit, mais tu m'as pas posé de question dessus, mais j'entendais une expression, je me dis que ça serait vraiment précieux, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, d'abandonner cette expression, c'est prendre sa place. Prendre sa place introduit automatiquement une culpabilité et un combat. Si je dois prendre ma place, je la prends à quelqu'un. Donc moi, je parlais pas de prendre sa place, je parlais d'être à sa place. Mais notre société parle de prendre sa place. Donc on dit toujours: «Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis légitime?» Et ouais, je crains de prendre la place de quelqu'un. Comment je pourrais faire pour prendre ma place? Mais tu as pas à prendre ta place. Sois ce que tu es, sois à ta place, et quand tu es à ta place, personne ne vient à ta place, personne d'autre ne peut y être. Tu vois, un jour, dans un stage, on parlait des places, quelqu'un qui craignait de prendre la place des autres, je lui dis: «Écoute, viens prendre ma place». «Ah», elle me dit: «Mais j'ose pas et tout». J'ai dit: «Non, mais je t'en prie, viens prendre ma place». Elle a vu que je plaisantais pas, donc elle s'est approchée. En fait, moi, je n'ai pas bougé. Donc elle était un peu gênée. J'ai dit: «Mais vas-y, prends ma place». Elle me dit: «Non, mais je veux pas te faire de mal et tout». J'ai dit: «Mais vas-y, prends ma place». Mais moi, je ne bougeais pas. Donc finalement, tout ce qu'elle a pu faire, c'est elle s'est assise sur mes genoux. Alors tout le monde rit évidemment, puis moi j'ai dit: «OK», on a fait l'expérience. J'ai dit: «OK, est-ce que tu as pris ma place?» Elle me dit: «Oui». Je dis: «Non, tu m'as pas pris ma place. Je suis toujours assis à ma place. Tu es venu t'asseoir sur mes genoux, mais tu ne peux pas prendre ma place si je ne m'enlève pas». Et là, elle a eu un shift. Elle a dit: «Je peux jamais prendre la place de quelqu'un?» Voilà, puis c'était réglé. Elle avait compris. Non, tu ne peux jamais prendre la place de quelqu'un.
Tu peux que être à ta place, et si l'autre il est à sa place, tu pourras jamais prendre sa place. Donc voilà, juste pour dans les esprits, moi je sais que les mots conditionnent beaucoup notre pensée. Tout Tu à ne peux fait. jamais prendre la place de quelqu'un, sois à ta place, autorise-toi d'être à ta place, d'occuper l'espace qui est bien pour toi. Et l'autre, eh bien, l'autre, ça lui appartient ce qu'il fait ensuite. Mais tu peux prendre la place de personne. Très, très juste. Merci. Merci Avec beaucoup. joie. Tu nous as évoqué les rituels dans nos sociétés qui parfois étaient très déconnectés de leur symbolique d'origine. Tu as évoqué aussi les nouvelles approches de nos traditions avec les réseaux sociaux. Tu as parlé des trends. Donc ces traditions minutes, on pourrait appeler ça comme ça, qui viennent remplacer finalement les traditions plus à long terme, ancestrales. Tu nous as parlé du clan qui était en rapport avec la tradition, de ce besoin d'appartenance que nous avions tous les uns les autres et qui du coup, bah, c'était moins confortable maintenant parce que ce besoin d'appartenance qui peut être nourri par les traditions étaient tellement volatiles que c'est difficile de réussir à les ancrer. Tu nous as parlé de croyances qui pouvaient être un confort. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette notion-là? Bah, disons, la croyance t'évite l'expérience. Dès que tu es dans ta croyance, c'est que tu n'es pas en train de faire une expérience. Tu n'as pas de croyance sur ce dont tu fais l'expérience directe. Et comme le cerveau, encore une fois, le néocortex est tellement flippé en permanence de tous les efforts qu'il doit faire pour essayer de gérer les multiples stimuli sensoriels qui sont trop par rapport à sa lenteur de traitement, ben, dès qu'il peut stocker quelque chose et juste s'y référer, c'est cool pour lui. Donc les croyances, les points de vue qu'il concentre et qu'il rigidifie en croyances, c'est idéal pour lui parce que ça, il n'a pas à le remettre en question. Donc c'est l'avantage pour nous de la croyance, c'est qu'elle nous donne une sensation de sécurité, et de cohérence du monde aussi. Il faut comprendre que ce pauvre mental, il essaye de il essaye de comprendre l'univers, il essaye de comprendre tout, il essaye de rendre cohérent tout ce qu'il perçoit, il essaye d'avoir un contrôle alors qu'on ne peut avoir aucun contrôle sur rien. Donc bah, il se raccroche avec des briques, comme dans Minecraft, là où on construit des trucs avec des briques, bah lui, il a des briques de croyances. Et il aime pas trop qu'on vienne taper dessus avec une pioche, du tout. Non, lui, il met juste, il met ses briques, et après on n'y touche plus. Et voilà, il se construit son petit château fort comme ça, dans lequel il arrive à mettre en cohérence à peu près une réalité qui a un sens pour lui, parce qu'il faut qu'il trouve un sens, vu qu'il n'est pas directement en train d'être connecté, présent à tout ce qui est, donc il faut qu'il trouve un sens à tout, alors qu'il n'en a absolument pas les moyens. Mais du coup, bah, ça fait que voilà, les croyances, c'est toutes ces structures rigides qui ont comme utilité uniquement, si on vit beaucoup dans notre mental, de nous éviter trop de stress permanent en étant remis en question à longueur de journée. Et le gros inconvénient des croyances, c'est qu'elles font partie des châteaux forts qu'on construit dans le royaume de avoir tort et avoir raison. Et donc, plus tu as de croyances, des croyances, il faut les défendre. Après, il faut défendre ton château fort. Donc, dès que tu as des croyances, ben, va falloir faire la guerre parce que si quelqu'un arrive et donne tort à tes croyances, ou pire, le pire qui peut t'arriver, c'est pas que quelqu'un vienne taper à ton château fort de tes croyances avec un bélier pour défoncer la porte et passer sur ton pont-levis. Non, le pire, c'est que tu fasses une expérience. Quand une expérience vient s'entrechoquer avec ta croyance, je te laisse imaginer ce que fait ton mental. Qui va-t-il dévalider? L'expérience ou la brique de son château fort qu'il a mis tant de temps à construire? La plupart du temps, il dévalide l'expérience. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est que les croyances nous empêchent des expériences et nous empêchent ce choix des infinis possibles qui s'ouvre à nous à chaque instant. Donc quand tu es dans tes croyances, tu es enfermé dans une réalité qui certes te sécurise, qui certes te coûte peut-être moins d'énergie pour le cerveau, mais qui est pathétiquement et tragiquement linéaire et dans lequel il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Ce qui arrange très bien le mental, vu qu'il ne veut pas évidemment de nouveau. Le nouveau égale l'inconnu, l'inconnu égale le danger égale le non contrôlable. Donc voilà. Donc les croyances, effectivement, c'est zone à surveiller. Merci. Tu nous as parlé de notre société qui ne voulait pas de la mort, qui ne voulait pas de la vieillesse, mais du coup qui avait aussi du mal avec cette énergie de fin qui était la mort, ce qui, par continuité, empêchait aussi souvent le changement, empêchait aussi la transmutation. Et tu nous évoquais ça aussi en rapport avec l'actualité.
Tu nous disais, bah, tout ce qu'on a eu ces dernières années, en parlant du Covid, en parlant de l'Ukraine, de la guerre, en parlant parfois même, de la peur, instillée de, l'électricité qui serait en manque, du froid et autres. Et tu nous as dit goutte à goutte, une info après l'autre. Et goutte à goutte, en fait, quand tu disais ça, ce qui m'est venu, c'est que c'est aussi une technique de supplice. Donc on pouvait voir à ce moment-là les médias, effectivement, goutte à goutte, une info mauvaise après une info mauvaise ou une prédiction mauvaise, l'une après l'autre, qui venait finalement nous mettre un supplice au jour le jour, à chaque bulletin d'information. C'était Mmh. intéressant comme vision. Et évidemment, pour nous, changer dans ces conditions-là, c'est compliqué, ce que tu as évoqué. Bah, c'est surtout que ça crée une accoutumance. C'est-à-dire que la manière dont c'est géré, parce que bon, c'est pas les médias, ils sont juste au service, d'autres entités, qui les pilotent, mais c'est surtout que la manière dont c'est fait, effectivement, c'est vraiment fait comme les supplices, hein. J'en parlais dans un de mes stages récemment. Il y a des années, j'étudiais les techniques de manipulation et cetera et entre autres utilisées, dans les interrogatoires et cetera quand on supplie les gens et effectivement les techniques, c'est de répéter, répéter les stimuli très douloureux et au moment où la personne va craquer, hop, on la laisse respirer. Et là, nous, on a l'été, hein, on voit ce qui se passe là, c'est on nous laisse les étés pour respirer et après, hop, on réinsuffle quelque chose. Ah, mais avec toujours quand même la même chose, qui est que, là, les humains sont en train de s'habituer au pire, sont en train de s'habituer, au malheur, sont en train de s'habituer, aux mauvaises nouvelles, sont en train de s'habituer aux restrictions, sont en train de s'habituer, à être, cadrés, à ce qu'on leur dise de l'extérieur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc là, jusqu'ici, ça a été sur le plan sanitaire. Et puis là, on va rentrer dans le dur. Là, on va rentrer dans le concret du quotidien. On va commencer à te dire que là, on va limiter ce que tu peux utiliser comme électricité. Nous, en Suisse, là, ils en parlent très concrètement, beaucoup plus qu'en France, hein. Ah Parce ouais, que chez vous aussi. OK. bah, la Suisse, en plus, est beaucoup plus dépendante. La France a quand même plus de ressources et de. Je veux dire, mais la Suisse n'est pas du tout autonome au niveau énergétique. Ils ont fait le choix, comme ils sont très écolos, ils n'ont pas fait le choix du nucléaire il y a des années. Donc la Suisse est très dépendante de la France d'un côté et de l'Allemagne de l'autre. L'Allemagne a déjà prévenu qu'elle coupe tout pour cet hiver, qu'elle ne donnera rien à la Suisse. Donc il y a déjà des cantons entiers qui savent qu'ils ne sont pas alimentés. Et la France, même s'ils n'en parlent pas plus que ça va sans doute, va y avoir des soucis aussi. Donc la Suisse, ils sont en train de préparer très activement la population, au fait qu'il va falloir baisser le chauffage, qu'il y aura sans doute de l'électricité en moins dans certaines villes et ils l'ont annoncé tranquillement de dire dans certains cas, dans le pire des cas, bah, vous aurez l'électricité 4 heures, puis vous serez coupé 4 heures, hein, et puis, on remettra 4 heures, puis vous serez coupé 4 heures. Et ils font des sondages sur la population qui répond, «Ouais, ben, on verra». Enfin, je veux dire, donc il y a une forme d'accoutumance comme ça. On parlait d'espoir, tu vois? Il y a d'un côté l'espoir et de l'autre côté le fatalisme. Je veux dire, quand on te présente sans arrêt les choses comme étant inéluctables, on peut pas faire autrement, on pouvait pas faire autrement, c'était une pandémie, on pouvait pas faire autrement, parce qu'il y a ça. Et après quand tu lis un peu les livres de Schwartz et tout ça qui depuis des années, annoncent, ils ont annoncé depuis 3 ans au moins que si on veut, passer une nouvelle économie, le Great Reset au niveau mondial, il y aurait rien de mieux qu'une pandémie pour faire ça. Parce que ça mettrait tout le monde, ça calmerait tout le monde. Puis après, ils disent: «Faudrait faire un blackout où les gens n'ont plus de ressources énergétiques» et ça calmerait tout le monde. Donc c'est pas du tout pour moi, je suis pas du tout quelqu'un de pessimiste, hein. Moi, je regarde simplement la réalité. Je vois simplement, il y a des forces en action qui sont très, très au clair sur, l'ingénierie, de masse, sur comment manipuler, les gens et je constate juste que justement comme, c'est tout notre entretien d'aujourd'hui, c'était que comme les êtres humains majoritairement sur cette planète ne sont pas présents à la réalité de qui ils sont très facilement manipulables. Très facilement manipulables. Ils sont révoltés et pas contents et en même temps, il y a pas les moyens de sortir du truc parce qu'ils ne sont pas complètement présents au niveau de leur conscience. Donc du coup, ils vont être en réaction. Je veux dire, ce que j'appelle liberté dans notre entretien d'aujourd'hui, c'est, agir, plus que réagir. Ce qui ne veut pas dire que je ne réagis pas, hein, je réagis 1000 fois par jour. Simplement, quand je suis en réaction, je le vois. Et quand je suis en réaction plusieurs fois, je dis oh, 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 et je vais aller faire un job. Là où habituellement, ben, beaucoup d'humains sont juste en réaction et ils ne connaissent pas notre mode. Ils réagissent, ils sont juste pas contents quand ils réagissent et ils cherchent juste un échappatoire à leur réaction pour que ça aille mieux. Mais ils ne remettent pas en question le fait qu'ils réagissent. Et ça, tant que la majorité de l'humanité fonctionnera depuis le mode réacteur plutôt que le mode acteur, eh bien, voilà, on va aller vers,
vers des temps où on est manipulable. Enfin, l'humanité est manipulable. Après, il y a des êtres qui le sont pas, mais du coup, qui se retrouvent un peu à subir les mouvements de masse, parce que quand tu as toute la masse qui va à gauche, même si toi, tu es conscient et que tu vas à droite, tu es un peu pris dans le Le mouvement. bateau penche. C'est Ouais. ça, le bateau penche. Belle Mm. image. Effectivement, là, on peut être individuel dans son idée, surtout qu'avec le confinement, on a été très mis en individuel. Ah, bah, c'était Mais pas quand pour rien. le bateau penche, et c'est les individus, même s'ils sont pas mis d'accord, qui font tout pencher. Ouais. C'est ça. Donc après, ben, alors il te reste toujours ton espace intérieur de conscience, mais après, dans la matière, voilà, il y a des choix à faire aussi. Il y a des choix à faire voilà, que les uns et les autres font et où on fait au mieux actuellement pour continuer à préserver la liberté de la conscience et la liberté de l'esprit dans un monde qui actuellement n'est pas conçu pour ça, de manière très claire. Et donc en Suisse, vous allez vous ruer du coup sur des achats de batteries, histoire de charger à mort des batteries pendant 4 heures, ce qui va rien améliorer pour les C'est ça, utiliser quand le courant sera coupé. ça. Donc tu consommes 2 fois plus pendant 4 heures que... Bon, bref, c'est génial. Ça Oui, bah consomme. oui, c'est ça, c'est très logique, évidemment. Et on va charger les voitures électriques. Ouais. Euh, on ne peut pas changer sans accepter de mourir un peu. C'est ce que tu nous as dit. Donc ce rapport vers la mort. Et tu nous as dit aussi peut-être qu'une solution que vont trouver certains pour s'échapper de cette problématique de la mort, c'est d'aller peut-être vers des autres univers, comme par exemple le métaverse que tu as évoqué, qui est une solution. Et moi, ça m'a fait revenir en mémoire des petites choses par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 à 10 ans, où c'était la mode chez les plus riches, parce que tu nous as dit métaverse, c'est bien, mais en citant une série, il y aura un rapport à l'argent, malgré tout, dans le métaverse. Et la Clair. cryogénisation, c'était les plus riches, finalement, qui allaient vers ces solutions-là. Et tu as parlé de dystopie, et on pourrait se dire que la dystopie, selon laquelle des riches russes se sont fait cryogéniser par 2 fondateurs, et que l'un des fondateurs est en fait très lié à une mafia russe, qui en ce moment serait en train d'essayer de déménager dans des hangars des gros conteneurs avec des corps à l'intérieur, avec le fluide à moins 137 degrés qui en sortirait, serait une fiction dystopique. C'est totalement la réalité. Quelque chose que j'ai vu, découvert il y a à peu près une dizaine de jours. Il y a 2 fondateurs d'une société russe qui ont collecté beaucoup d'argent et aussi des corps d'oligarques russes pour les congeler, qui sont en train pendant la nuit, ils viennent piquer dans les hangars des têtes coupées ou bien des corps dans les conteneurs, quitte à parce que c'est très artisanal, donc quitte à faire couler le liquide de refroidissement, et donc en fait d'empêcher les corps d'être toujours cryogénisés. Enfin, c'est une folie, une course vers une folie, mais un rapport à l'argent, parce que ces sociétés permettaient de récolter beaucoup d'argent de ces gens qui étaient riches. Et là, Ouais. c'est pas de la dystopie, c'est une réalité Ah, mais attristante. de toute façon, la réalité, c'est tous les gens qui traitent de complotistes ou quoi, enfin, ce qui est le mot à la mode, hein, depuis le Covid. Mais je veux dire, la réalité dépasse tout ce qui peut être raconté par les soi-disant complotistes. La réalité, elle est complètement au-delà de ça. Mais elle est inimaginable et irrecevable pour l'humanité actuelle, parce que ça voudrait dire réaliser que ça fait des centaines et des milliers d'années que l'humanité est manipulée par des puissances qui ont comme objectif de se servir clairement de l'humanité. Donc voilà, c'est pour ça après que tu regardes Matrix, quand tu as une certaine vision et lecture des choses et surtout expérience des choses, tu regardes Matrix, tu dis tiens, ils ont fait un joli documentaire, quoi. Mais ça, pour l'humanité, non, ça ne peut que être de la science-fiction, sinon ça voudrait dire que nous sommes réellement manipulés. Et comme celui qui ne se connaît pas dans sa limitation quand il est en mode comme ça, il a un ego surdimensionné qui en même temps perçoit qu'il n'est pas réellement ça, qu'il est autre chose, mais qui en même temps ne peut pas accepter pour le moment de n'être que ça. Donc après, ça donne la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf, c'est-à-dire tu as un ego qui va devenir aussi gros que le bœuf, mais la personne en réalité, elle reste dans cette forme. Donc elle va refuser une réalité qui lui pointe, et tu es cette petite taille-là, et tu es manipulé. Elle va le refuser. Et c'est ce qui fait que la manipulation peut continuer. C'est que ceux qui sont manipulés, quand tu leur dis vous êtes manipulés, ils te disent vous êtes complotiste, ou il y a d'autres époques on mettait des autres istes derrière. Mais toutes les personnes qui sont assez conscients et qui voient la manipulation et les manipulateurs et les manipulés, bah, les manipulés vont dire que toi tu es fou et que toi tu vois le mal partout et que bien sûr que non, enfin on n'est pas assez con pour se faire manipuler comme ça. Ben oui, c'est pas une question de conneries, c'est une question juste de conscience, quoi. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de orange et rouge, ben voilà, si tu vois pas le orange, et quand on manipule dans cette zone, ben voilà, tu continues tranquillement ton chemin. Je crois me souvenir d'une phrase que j'attribuerais à Édouard Bernays.
qui disait: «On a beau connaître le tour du magicien», et justement, il expliquait les techniques de manipulation qu'il a utilisées d'abord dans la pub, puis ensuite, pour des campagnes électorales aux États-Unis en premier. Il disait: «On a beau connaître le tour du magicien, en fait, on se fait toujours avoir». Parce que notre esprit aussi aime bien, ce côté, waouh, incroyable, on est très il y a beaucoup d'appétence pour tout ce qui est évidemment très anxiogène ou, très surprenant. Donc même quand on connaît le tour du magicien, donc en ayant décortiqué la manipulation, on peut quand même se faire avoir de la même façon pour le rapport à l'intelligence. C'est pas une question de même Exactement, en le sachant, en fait, on se peut se exact, faire avoir. yes. Et je vais, terminer avec toi en te demandant une petite précision parce que lors de la première interview, tu nous avais, utilisé ce terme-là, le terme de béni, et aujourd'hui, tout à l'heure, tu as dit à Mathieu, eh bien écoute, qu'il soit béni. Qu'est-ce qu'il y a pour toi derrière cette formule de béni? Qui sonne très Ouais. religieux dans un premier temps peut-être à mes oreilles. Ah oui, je sais, oui, c'est un terme, on a tellement notre humanité a tellement oublié sa nature originelle et sa puissance et ses pouvoirs et ses capacités et ce que nous sommes, en fait, que du coup, dès qu'on parle de quelque chose qui a à voir avec, notre dimension la plus, vaste, on va se retrouver dans des termes effectivement où ici, dès qu'on va dire sacré ou Dieu ou des choses comme ça prend tout de suite des dimensions colorées par des religions, là où pour moi je suis pas coloré par aucune religion. Comme je l'ai dit, je parle beaucoup de Jésus parce que c'est le livre que je connais le plus et c'est une entité avec laquelle je relationne depuis toujours, mais qui n'a rien à voir avec la religion. Et quand je parle de béni, c'est quoi? C'est un envoi en fait de d'amour tout simplement là. Qu'est-ce que c'est une bénédiction? C'est puisse cet être vivre et recevoir tout le bien qui est le bien pour lui. Voilà. Ça, c'est une vraie bénédiction. Sinon, tu as des bénédictions qui sont des malédictions, c'est quand tu crois savoir ce qui est le bien pour quelqu'un. Mais, ce qui est rarement le cas. Mais pour moi, une bénédiction, c'est juste, c'est ce simple. Je disais tout à l'heure que l'amour, c'est pour moi ce qui circule naturellement quand tu es dans la présence à ce que tu es réellement, hein, donc dans cette dimension, illimitée que tu es. Et quand, je me relie à un autre être depuis cet espace-là et que l'autre soit à ce moment-là, peu importe dans quel état il est, hein, on est dans différents états, mais quand il y a ce truc de la bénédiction, c'est cet espace, que tu es, qui est un espace, infini, qui se laisse traverser par quelque chose qui est plus vaste que lui et qui permet à ce quelque chose de plus vaste de traverser un autre être en faisant le vœu que ce qu'il traverse à ce moment-là, ça soit une contribution pour lui, que ça soit un bien pour lui. Voilà, donc c'est pour ça, moi, qu'il soit béni, c'est voilà, quelque chose de plus vaste que moi, que je laisse passer à travers moi et que je laisse aller vers quelqu'un. C'est une orientation, en fait, voilà, c'est comme donner, parce que l'énergie nous traverse en permanence et tout ça nous traverse en permanence, mais c'est comme une invitation à donner une direction particulière à ce mouvement-là, en faisant le vœu que à l'arrivée, ça soit, reçu par la personne comme une contribution pour elle, en fait. Et ça, on peut tous le faire, mais je sais que quand on utilise ce terme de bénédiction, ça a beaucoup été utilisé effectivement dans les traditions religieuses et que je vois que les humains souvent se demandent: «Mais est-ce que je suis légitime pour bénir quelqu'un?» Et moi, je me souviens la première fois, je sais plus, j'avais 28 ans, où mon guide de l'époque, elle faisait un rituel celte et puis, elle m'avait invité en fait, à la sortie de ce rituel à bénir tous les gens. Pour moi, c'était très particulier parce que j'étais le plus jeune du groupe et le plus jeune, en termes d'âge et le plus jeune dans le groupe aussi. C'était un groupe qui travaillait depuis une quinzaine d'années ensemble. Puis moi, je venais tout juste d'arriver et je trouvais ça, bah, j'étais complètement je dis: «Mais comment moi je peux les bénir?» Enfin, en gros, je suis le petit dernier, je me sentais complètement illégitime et elle m'avait dit: «Mais qu'est-ce que tu crois que c'est la bénédiction?» Et je dis: «Bah, pour moi, c'est je sais pas, c'est un grand, un ancien, quelqu'un qui a du pouvoir, du savoir, puis il a le droit, puis toi tu es le petit». Ah, elle dit: «OK, OK, donc si tu crois que c'est ça la bénédiction, effectivement, tu peux bénir personne». Elle m'a dit: «OK, tu pourrais avoir un peu d'humilité là, juste te laisser traverser et juste, pas considérer que c'est toi qui bénis quelqu'un, mais juste qu'il y a cette énergie qui bénit toute chose en permanence. C'est l'énergie de la vie qui est en train de se bénir elle-même et juste à un moment donné, tu demandes juste cette énergie, est-ce qu'elle peut aller vers cet être? Ah OK, d'accord. Alors j'avais commencé à faire ça et puis waouh, c'était trop bon de sentir traverser, puis de sentir ça arriver vers les êtres et puis après ils en font ce qu'ils veulent, quoi. Donc là, à ce moment-là, tu vois que ça a rien à voir avec quelque chose ni de religieux, ni de quoi que ce soit et on peut tous le faire et moi, je le fais tout le temps, en fait. J'adore faire ça. C'est mon kiff préféré de d'être dans cette énergie-là. Je l'ai fait à Paris dans le RER et tout, dans toute une rame ou dans la rue, tu marches et puis tous les gens que tu croises
Et c'est une énergie aussi qui nous aide à nous relier les uns aux autres au lieu des délits de sale gueule ou de nos divers points de vue sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ce que notre cerveau a retenu dans les mémoires limbiques des physiques qu'il apprécie plus ou moins en fonction de nos mémoires, ou de celles de notre lignée d'ailleurs. Et d'aller au-delà de ça et de dire, ok, allez, tous les êtres que je croise pendant 5 minutes, allez, hop, bénédiction pour tout le monde. Et plus ça va, plus tu le fais, plus tu sens comment ça s'ouvre en toi et comment tu commences à sentir, en fait, à te sentir en lien avec tout le monde, à sentir que familier au sens étymologique, sentir que c'est ta famille, tout le monde, sentir de l'amour pour tout le monde. Et c'est ce qui va, je le crois, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est ce qui peut sauver ce monde, sauver cette humanité, c'est que tous les êtres conscients sur cette planète, plutôt que de chercher à combattre l'inconscience, activent leur pleine puissance d'être conscient et utilisent tout leur pouvoir d'être conscient. Et la bénédiction en fait partie, vraiment. Superbe conclusion, merci beaucoup. Merci à Merci toi. d'avoir donné cette couleur sur le terme béni, d'avoir donné ta couleur sur ce terme béni. Merci une fois encore pour tout le temps que tu nous as accordé à Mathieu et à moi aujourd'hui. À vous deux. Merci pour toute cette douceur, je trouve, que tu as apporté, cette clarté que tu as apportée. Il y a un rythme, il y a une voix, il y a aussi un apaisement, surtout quand tu dissèques certains termes et tu nous les rends plus accessibles, je trouve. Et parfois, certains termes paraissent inatteignables, mais en revenant à leurs racines, parfois la racine du mot, tout nous les rend plus accessibles. Merci pour ça. Eh ben, merci à toi, Gaëtan, et merci à vous deux d'offrir cet espace et ce contexte qui pour moi est juste délicieux, royal. Enfin, j'ai juste à me poser là et à me connecter avec vous. Et puis tout le reste se fait par magie, les montages, tout ça. Enfin, c'est un cadre franchement très soutenant pour moi et dans lequel je viens avec plaisir. Donc, on remet ça quand vous voulez. On s'était quitté la dernière fois en se disant ça, mais je vais le redire parce que je me dis, ouais, tiens, on ferait ça très régulièrement. Enfin, moi, ça peut être aussi souvent que vous voulez. Alors après, votre chaîne, évidemment, vous accueillez plein de personnes, mais on va pas saturer les gens de votre chaîne avec moi. Mais en tout cas, moi, on en fait autant que vous voulez parce que j'ai vraiment beaucoup de joie à échanger avec vous. Et puis au-delà de ce qu'on échange dans la connexion avec vous deux, j'aime bien la qualité de connexion qu'on a, la chaleur humaine qui se passe. Et avec Gaëtan aussi beaucoup. Donc merci pour ton regard qui est plein de bienveillance, Merci. plein de chaleur. Et merci pour tout ce que tu ouvres et que tu reçois aussi dans nos échanges. Merci Gaëtan. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Et je pense pouvoir me lier à Mathieu pour dire que nous aussi, on a beaucoup de plaisir à pouvoir échanger avec toi. Aussi, en plus, avec une qualité de durée qui est, je trouve, très appréciable. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup Issa pour ta confiance et merci pour cet échange riche pour qu'on puisse aborder ce sujet du dépassement des normes et des étiquettes ensemble. On n'a pas tout dit mais on a dit déjà beaucoup de choses. Moi j'ai été très nourri au niveau personnel. Je suis sûr que les gens qui regardent cette chaîne trouveront de quoi épancher leur soif de questionnement et non pas de réponse finalement, d'élargissement et non pas de précision finalement. Les liens pour accéder à ton livre et ta chaîne YouTube sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à partager cette vidéo à qui voudra bien la regarder et à t'abonner, bien entendu. Et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!